La brume s'étend sur la lande, et quelque part, une cloche oubliée semble hésiter entre le silence et le souvenir. Dans les couloirs d'une abbaye ancienne, les secrets dorment à peine, attendant qu'une main les réveille. Ce soir, tout paraît immobile. Et pourtant, le mystère s'apprête à frapper. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Pray. Entrons dans l'histoire. C'est un matin de février gris et silencieux, et je me souviens encore de la manière dont Poirot, impeccablement installé à son bureau, reçut la lettre scellée de cire rouge. Son visage, d'ordinaire si impassible, s'anima d'une satisfaction discrète. « Mon ami Hastings, dit-il, voici une invitation des plus charmantes. Lady Wilhelmina Grey, une femme d'un goût exquis et d'une réputation irréprochable, nous convie à séjourner dans son abbaye, au cœur de la campagne du Devon. » Je haussai les sourcils. Une abbaye, cela promettait des couloirs sombres et des courants d'air, ce que Poirot déteste. Mais son œil pétillait. L'Angleterre, Hastings, possède cette chose rare, le mystère tranquille. Et là-bas, peut-être, le silence cache-t-il quelque chose d'intéressant? Je n'osais pas l'interrompre. Il contemplait la lettre comme un bijou, pesant chaque mot. Lady Wilhelmina parlait d'un lieu où les cloches dorment, mais les âmes veillent encore. Je souris, mi-amusé, mi-inquiet. Poirot, lui, referma la lettre avec délicatesse. « Nous irons, mon ami. L'air du Devon fera du bien à mes petites cellules grises. » Et sans plus tarder, il commença à organiser le voyage, minutieux comme toujours, ignorant que, derrière les mots polis d'une invitation, se dissimulait déjà l'écho d'un secret. Nous quittâmes Londres sous une pluie fine, de celle qui efface le monde en le rendant flou. Le train roulait lentement vers l'ouest, son sifflement perdu dans la brume. Poirot, emmitouflé dans une couverture, demeurait pensif, les yeux fixés sur la vitre où coulaient de longues traînées d'eau. « Voyez-vous, Hastings, le silence des lieux où l'on prie sans croire, » murmura-t-il. Je ne compris pas tout à fait. Il poursuivit. « Les vieilles abbayes ont souvent cessé d'appartenir à Dieu, mais elles gardent encore la forme du sacré. Et cette forme, parfois, attire les âmes en désordre. » Je lui fis remarquer qu'il parlait comme un poète. « Mais non, mon ami, comme un logicien. L'âme humaine suit des lois, aussi précises que celles des mathématiques. » Je m'enfonçai dans mon siège, un peu rêveur. Dehors, la campagne anglaise s'effaçait sous les nappes de brouillard, et je me surpris à imaginer l'abbaye, immense, dressée dans le gris humide du Devon. Les cloches, songeai-je, ne devaient pas aimer la pluie. Vers la fin de l'après-midi, le fiacre nous mena sur une route bordée de haies, ruisselantes. Le vent s'était levé, portant avec lui l'odeur de la terre détrempée et des feuilles en décomposition. Soudain, au détour du sentier, nous aperçûmes l'abbaye. Elle surgissait de la lande comme un vaisseau de pierre, échoué dans la brume. Ses clochers sombres, pointus, semblaient transpercer le ciel bas, et aucune lumière ne filtrait encore des fenêtres. « Charmant endroit pour mourir d'ennui, » murmurai-je, un peu ironiquement. Poirot, impassible, contempla l'édifice. « Ou pour mourir, tout court, mon cher Hastings. » Je tressaillis. Il sourit. Le cocher, un homme aux joues rouges, fit claquer son fouet et ajouta d'un ton grave. « On dit que les cloches n'ont pas sonné depuis 20 ans, monsieur. » Poirot leva les sourcils, intrigué. Voilà qui est intéressant. Une abbaye muette, c'est une contradiction. Et toute contradiction, Hastings, mérite une explication. Les lourdes grilles de fer s'ouvrirent lentement. Nous entrions dans Ravenscroft Abbey. Et déjà, quelque chose dans l'air,
une tension à peine perceptible, me fit regretter la sécurité bruyante de Londres. Lady Wilhelmina Grey nous accueillit dans le grand hall, vêtue d'une robe de velours bleu nuit qui absorbait la lumière. Sa voix, douce mais ferme, portait ce ton particulier des personnes habituées à être obéies. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, quel plaisir de vous recevoir à Ravenscroft. » Son regard se posa sur nous avec une attention polie, presque trop mesurée. Derrière elle, 4 pensionnaires attendaient. Un révérend à la mine inquiète, une gouvernante au port sévère, un jeune homme pâle aux mains tachées de peinture et une veuve vêtue de noir. Poirot, tout sourire, salua chacun d'un petit signe de tête. « Vous avez ici une maison admirable, Lady Wilhelmina. On y sent l'ordre, la discipline, et quelque chose d'autre encore. » « L'histoire, répondit-elle, un peu trop vite. » Poirot inclina la tête. Je notai pour ma part que nul ne semblait véritablement à sa place. Le jeune peintre évitait les regards. La gouvernante surveillait tout, et la veuve paraissait prier sans mots. Lorsque Poirot demanda s'il restait des moines autrefois, Lady Wilhelmina répondit d'une voix si basse que je crus entendre un aveu. « Ils sont partis, mais certains disent qu'ils reviennent la nuit. » Poirot eut ce petit sourire qu'il réserve aux phrases à double sens. Le dîner fut servi dans l'ancienne salle capitulaire, éclairée de chandeliers où la cire fondait lentement. La pierre nue renvoyait nos voix comme un écho discret. Lady Wilhelmina présidait la table avec une élégance maîtrisée. Le révérend Alton bénit le repas d'un ton qui n'admettait pas la contradiction. Poirot, attentif, observait les gestes plus que les paroles. À un moment, la conversation glissa vers l'histoire de l'abbaye. Lady Wilhelmina évoqua la légende du moine pendu dans le clocher, un soir de tempête. « Depuis ce jour, dit-elle, les cloches avaient été scellées, par respect pour l'âme tourmentée du frère Anselme. » Le jeune peintre leva les yeux, visiblement troublé. « Mais on raconte qu'on les entend encore, parfois, à minuit, » murmura-t-il. Un silence pesa sur la table. Poirot hocha doucement la tête. « Il est des sons, mon ami, que seules les consciences inquiètes entendent. » Lady Wilhelmina détourna le regard. Je ne sus que penser. Était-ce la suggestion du lieu ou un véritable malaise qui planait parmi nous? Le repas s'acheva dans une retenue étrange. Au moment du dessert, une bougie s'éteignit toute seule, et la lueur vacillante des autres sembla vaciller comme une respiration. Je dormais mal, hanté par les propos du dîner. La pluie avait cessé, mais le vent s'était levé, soufflant contre les vitraux comme une plainte. Soudain, un son clair, métallique, fendit la nuit. Une cloche, puis une autre. Je me redressai brusquement. 12 coups. Dans le couloir, j'entendis des pas mesurés. Poirot entra, vêtu de sa robe de chambre, le visage calme. « Vous entendez, Hastings » demanda-t-il doucement. « Voilà un phénomène fort intéressant. Mais les cloches étaient scellées. » Il esquissa un sourire. Justement, nous restâmes un instant immobiles, écoutant le dernier tintement mourir dans l'air humide. Puis un silence plus profond encore s'abattit sur l'abbaye. « Il faudra vérifier cela demain, » conclut Poirot. « Mais pour l'instant, mon ami, dormons. Rien n'est plus dangereux que de réfléchir à moitié réveillé. » Je l'observais regagner sa chambre. Et dans le couloir désert, il me sembla que la pierre elle-même retenait son souffle. Je ne sais ce qui me poussa à regarder par la fenêtre avant de me recoucher. La lande s'étendait, grise et spectrale, sous la lune voilée. Et là, dans la tour du clocher, je crus distinguer une ombre. Elle se tenait immobile, puis se pencha légèrement, comme pour écouter. Un éclair lointain illumina la scène.
La silhouette disparut aussitôt. Je demeurai un moment figé, le cœur battant, avant de tirer les rideaux. Dans le couloir, tout était redevenu silencieux. Seule la voix calme de Poirot, à travers la porte, me parvint. « Dormez, Hastings. Les fantômes ne se pressent jamais. Ils attendent qu'on les découvre. » Je frissonnai. Ce fut la dernière chose que j'entendis avant le matin. Le lendemain matin, la pluie tombait toujours, régulière et grise, comme un voile persistant sur les vitraux du réfectoire. Nous prîmes place à une longue table de chêne, où la porcelaine blanche et les toasts bien alignés contrastaient étrangement avec la solennité des convives. Personne ne parlait. Les couverts frémissaient à peine, comme si chaque bruit eût été un sacrilège. Poirot, assis face à moi, beurrait son toast avec cette application méthodique qui lui est propre, observant tour à tour les visages réunis. Lady Wilhelmina s'absentait encore, un repos spirituel, selon Miss Rudge. Le révérend Alton bénit le repas d'une voix douce, mais mal assurée, et je crus distinguer dans son regard la fatigue des âmes trop pieuses. Je tentai de rompre le silence par une remarque sur le charme du lieu. Seul un sourire poli me répondit. Poirot, lui, restait pensif, le menton appuyé sur ses doigts. Il me lança un regard bref avant de murmurer « Vous sentez, Hastings ? Ici, le silence n'est pas naturel. Il est cultivé. » Je ne sus s'il plaisantait. Le café avait soudain un goût amer. Après le repas, le révérend Alton nous invita à marcher quelques instants sous les arcades. C'était un homme à la voix calme, d'une douceur presque féminine, le visage encadré de cheveux argentés. Son regard semblait toujours ailleurs, tourné vers un passé qu'il ne parvenait ni à fuir ni à pardonner. « Ravenscroft est un lieu de paix, messieurs, » dit-il d'un ton distrait. « Mais certains murs gardent mieux le souvenir que les hommes. » Poirot acquiesça poliment. « Et les cloches, mon révérend, elles dorment toujours ?» Une ombre passa sur les traits du pasteur. « Depuis 20 ans, oui. La corde a été scellée. C'est mieux, ainsi. » Il détourna la conversation, parlant du jardin, des roses anciennes qu'il entretenait. Mais ses mains, croisées devant lui, trahissaient un tremblement à peine perceptible. Lorsque nous le quittâmes, Poirot resta silencieux un moment, puis dit « Cet homme prie beaucoup, Hastings, mais il ne prie pas pour lui-même. Cela, voyez-vous, est toujours mauvais signe. » Je lui répondis en riant qu'il voyait des énigmes partout. Il ne sourit pas. Ses yeux suivaient encore la silhouette du pasteur, disparaissant dans la brume comme une confession inachevée. C'est Miss Rudge qui gouvernait véritablement la maison. Elle n'avait ni âge ni douceur. Sa robe sombre et son chignon impeccable semblaient en fait d'un seul bloc, tout comme sa voix, ferme et sans appel. Elle apparaissait et disparaissait, avec la précision d'une horloge bien réglée. Poirot la questionna sur Lady Wilhelmina. « Madame se repose beaucoup ces derniers temps, » répondit-elle. « Son esprit est fragile depuis. » Elle s'interrompit, comme si le mot qu'elle allait prononcer appartenait à une époque révolue. « Depuis quoi, mademoiselle ?» insista Poirot. « Depuis l'accident de Ravenscroft, il y a 20 ans. » Je remarquai qu'elle parlait toujours au passé en évoquant son employeuse. Madame était d'une grande bonté. Madame avait un caractère ferme. Poirot, attentif, ne la reprit pas. Il se contenta de sourire. « Vous êtes une personne de discipline, Miss Rudge. Cela se sent dans le moindre coin de cette abbaye. »« Sans discipline, monsieur, les âmes s'égarent. » Sa phrase résonna étrangement dans le couloir. Et lorsqu'elle se retira, je crus entendre, dans le lointain, le frottement d'une clé qu'on tourne dans une serrure ancienne. Le jeune Simon Hale peignait dans l'ancienne chapelle, transformée en atelier. Ses doigts,
taché d'outre-mer, semblait toujours en mouvement, nerveux, fébrile. Il nous accueillit d'un sourire distrait, les yeux encore pleins de visions invisibles aux autres. « Ravenscroft, dit-il, est un lieu parfait pour peindre les ombres. Elles ont ici plus de poids que la lumière. » Poirot l'observait avec intérêt. « Vous aimez le mystère, monsieur Hale ? Je le peins, c'est différent. » Sur le chevalet, un tableau inachevé représentait le clocher. Les pierres y paraissaient vivantes, et la corde pendante vibrait comme un être respirant. Poirot posa une main sur son épaule. « Et ces cloches, les entendez-vous, vous aussi ?» Le jeune homme tressaillit. Parfois, ou peut-être est-ce le vent. Il détourna le regard vers la fenêtre. Je remarquai qu'il portait au cou une médaille ancienne, gravée d'un monogramme effacé. Poirot la désigna sans la toucher. « Un souvenir ? Un avertissement », répondit-il avec un sourire pâle. Lorsque nous sortîmes, Poirot murmura « Cet artiste peint avec la peur, Hastings. Et la peur est une couleur difficile à maîtriser. » Faraday était sans doute la plus énigmatique des pensionnaires. Toujours vêtue de noir, elle s'asseyait près de la fenêtre du salon, les mains croisées sur un livre qu'elle ne lisait jamais. Son visage, d'une pâleur presque diaphane, exprimait une fatigue polie. Poirot s'approcha d'elle avec cette courtoisie exquise qui désarme les plus méfiants. « Madame a connu Lady Wilhelmina depuis longtemps. Assez pour savoir qu'elle ne croit qu'à la rédemption tardive, répondit-elle calmement. Sa voix était douce, mais chaque mot tombait avec une précision chirurgicale. Je crus déceler, dans son regard tourné vers Poirot, une reconnaissance étrange, comme si elle l'avait déjà rencontré dans une autre vie. « Monsieur Poirot ne croit pas aux fantômes, n'est-ce pas ? » « Je crois, madame, aux traces qu'ils laissent. » Elle sourit à peine, referma son livre et ajouta « Alors, vous en trouverez beaucoup ici. » Poirot la salua avec gravité. En sortant, il murmura pour lui-même « C'est une femme qui sait, et les femmes qui savent se taisent toujours trop longtemps. » Les heures qui suivirent s'écoulèrent dans une étrange immobilité. L'abbaye semblait respirer lentement, à peine troublée par le pas feutré de Miss Rudge ou le craquement d'une poutre. Je parcourais les couloirs, impressionné par la beauté sévère du lieu. Les portraits anciens, les tapisseries effilochées, les chandeliers éteints où flottait encore un parfum de cire froide. À certains moments, j'aurais juré entendre des chuchotements, le froissement d'une robe, le soupir d'une porte qu'on referme doucement. Mais chaque fois que je me retournais, je ne voyais que la pierre nue. Poirot, lui, semblait parfaitement à l'aise. « Le silence parle, Hastings. Il faut seulement savoir écouter ce qu'il ne dit pas. Vous voulez dire que vous soupçonnez déjà quelque chose ? Toujours, mon ami. Mais ici, c'est moins un crime qu'un remords qui flotte. » Je ne pus m'empêcher de frissonner. L'air de l'abbaye me paraissait plus froid à mesure que le jour baissait. L'après-midi déclinait, quand nous reprîmes le thé dans le petit salon. Poirot, silencieux, tournait distraitement sa cuillère dans la tasse, les yeux fixés sur la table. Je suivis son regard. Une enveloppe blanche y reposait, scellée d'une cire rouge portant des armoiries, un corbeau aux ailes déployées. « Tiens donc, » murmura-t-il, « le corbeau de Ravenscroft. » Il la souleva du bout des doigts. « Voyez, Hastings, la cire a coulé légèrement sur le côté, comme si la main qui scellait tremblait. Et cela vous inspire ?» Poirot esquissa un sourire. Une idée ou un avertissement. Puis il posa la lettre, intacte, sur la table. À cet instant, quelque part dans la tour, une planche grinça. Le silence reprit, plus dense encore qu'avant. Le lendemain matin, l'abbaye paraissait plus froide que jamais.
Le feu s'était éteint dans la cheminée du réfectoire, et la lumière grise de la pluie filtrait à travers les vitraux ternis. Nous prîmes place autour de la table, dans un silence que personne n'osait rompre. Miss Rudge, plus raide encore que d'ordinaire, servait le thé avec des gestes mécaniques. Le révérend Alton baissait les yeux, absorbé dans une prière muette. Je tentai une plaisanterie sur le climat du Devon, mais ma voix résonna si fort que je regrettai aussitôt mon audace. Personne ne répondit. Seul Poirot, impassible, trempait sa tartine dans le café, observant chacun avec cette attention bienveillante et implacable à la fois. « Vous avez mal dormi, mes amis ?» demanda-t-il d'un ton faussement léger. Personne ne répondit, mais je remarquai que la veuve Faraday pâlit imperceptiblement. « Étrange, n'est-ce pas, Hastings ?» reprit Poirot. « Une maison où l'on prie pour le repos des âmes, mais où personne ne trouve le sien. » Je n'insistai pas. Le pain avait le goût de la peur, et même la pluie, battant contre les vitres, semblait refuser d'entrer. Après le déjeuner, le révérend Alton nous pria de le rejoindre dans le chœur. La lumière filtrante à travers les vitraux teignait son visage d'une lueur étrange, presque spectrale. « Vous désirez comprendre les cloches, monsieur Poirot ? Alors il faut connaître l'histoire de celui qui les fit taire. » Il parla d'un ton lent, comme s'il récitait une prière. Il y avait jadis un moine du nom d'Anselme, gardien du clocher. On disait qu'il aimait trop la terre pour appartenir au ciel. Un soir de tempête, on le trouva pendu à la corde des cloches. Depuis, chaque fois qu'une faute était commise dans ces murs, les cloches résonnaient à minuit, rappelant à tous que le repentir ne se négocie pas. Poirot écoutait sans bouger, les bras croisés, la tête légèrement inclinée. « Et vous croyez à cela, mon révérend ?» demanda-t-il. Alton hésita. « Disons que je ne l'explique pas autrement. » Poirot lui adressa un sourire presque compatissant. « Moi, si. Je connaissais ce ton. Cela signifiait qu'il avait déjà une hypothèse, mais qu'il la garderait pour lui. » Le révérend reprit son souffle, puis ajouta simplement. « Cette abbaye n'oublie rien, monsieur Poirot. Même les péchés enfouis sonnent, tôt ou tard. En sortant du chœur, je ne pus m'empêcher de frissonner. Le vent s'était engouffré dans le couloir, soulevant la poussière des dalles. C'est une histoire sinistre tout de même, dis-je. Vous ne trouvez pas, Poirot ? Mon ami, les histoires ne sont sinistres que pour ceux qui les croient. Moi, je crois en la logique, pas au spectre. Pourtant, ces cloches ont bel et bien sonné. » Il s'arrêta, l'œil brillant. Les fantômes d'Hastings ne manipulent pas les cordes de bronze. Si les cloches ont sonné, c'est qu'une main bien vivante les a fait sonner. Je tentai de protester, mais il me coupa avec douceur. Les Anglais aiment les légendes. Elles leur donnent des frissons respectables, mais la vérité, elle, ne tremble pas. Elle attend. Je souris malgré moi. Poirot, dans son manteau trop court, avançait sur les dalles comme un général prêt à inspecter son champ de bataille, et pour la première fois, je compris que pour lui, même les fantômes avaient une logique et un coupable. L'après-midi, Miss Rudge consentit à nous conduire jusqu'au clocher. Elle semblait contrariée, mais obéit à l'ordre de Lady Wilhelmina. Nous traversâmes une cour envahie de mousse. La pierre, noire d'humidité, exhalait une odeur de terre et de fer. La porte du clocher était massive, garnie de clous rouillés. À hauteur des gonds, un vieux seau de cire rouge portait les armoiries de Ravenscroft, un corbeau sur un champ d'argent. Personne n'y est entré depuis des années, déclara Miss Rudge avec raideur. Poirot se pencha, examina la serrure, puis le sol. Et pourtant, regardez, Hastings, la poussière est déplacée. Un pas léger, très léger, une semelle fine, peut-être féminine.
Miss Rudge protesta vivement. « C'est impossible, la porte est close, scellée. » Poirot toucha le seau du bout de son doigt. Une infime craquelure y trahissait une récente pression. « Le diable, mademoiselle, a parfois de très petites chaussures. » Elle s'indigna. Moi, je sentis une bouffée d'air froid s'échapper du seuil, comme si le clocher lui-même respirait encore. Poirot resta immobile un instant, les yeux plissés. « Il faudra revenir ici de nuit, Hastings. Ce genre d'endroit ne parle qu'à ceux qui savent écouter dans le noir. » En fin d'après-midi, je trouvai Mrs. Faraday dans le jardin d'hiver, assise devant les plantes ternies. Ses mains fines caressaient machinalement le rebord de la table. « Quelle étrange maison, n'est-ce pas, capitaine ?» dit-elle sans me regarder. Je m'assis en face d'elle. Son visage semblait éclairé de l'intérieur par une inquiétude constante. J'ai connu Ravenscroft quand les cloches sonnaient encore. Elles étaient belles, si belles. Elle hésita, baissa la voix. Je devrais vous dire, mais le bruit de pas approcha. Le révérend Alton venait d'entrer. Ma Miss Faraday se redressa aussitôt, le masque de la veuve exemplaire retrouvé. « Vous deviez dire ?» demandai-je doucement. Elle esquissa un sourire sans joie. « Que la beauté a un prix, capitaine. Parfois, on le paie très tard. » Poirot, arrivé derrière moi, la salua poliment. Elle ne leva pas les yeux. En sortant, il me glissa à voix basse. « Une femme qui veut parler et se tait, Hastings, est plus éloquente qu'un témoin bavard. » Je commençais à comprendre qu'ici, chaque silence contenait une part de vérité. Le soir tomba plus tôt que la veille. Une brume épaisse descendait sur la lande, effaçant les contours du monde. De ma fenêtre, je distinguais à peine les silhouettes des arbres. Poirot, assis dans le fauteuil près du feu, semblait absorbé dans ses pensées. Les événements, Hastings, se succèdent comme les notes d'une mélodie. Pour comprendre la musique, il faut écouter le rythme, pas les paroles. Je ne compris pas, mais je remarquai qu'il fixait la tour du clocher, invisible derrière la brume. Soudain, un tintement presque imperceptible traversa l'air. Un son unique, isolé, étouffé. Je sursautai. « Les cloches, vous entendez ?» Poirot ne bougea pas. « Oui. Et vous voyez, mon ami, quand un mensonge se prépare, il a toujours besoin d'un peu de mise en scène. » Je restais muet, glacé. Dehors, une silhouette indistincte semblait gravir lentement les marches du clocher. Mais quand je clignais des yeux, il n'y avait plus rien. Minuit approchait. Un silence presque liquide s'était abattu sur l'abbaye. Même le vent semblait retenir son souffle. Poirot travaillait encore, une bougie allumée près de lui. J'allais éteindre la mienne lorsqu'un premier coup de cloche retentit, suivi d'un second, puis d'un troisième. « Elles sonnent encore », m'écriai-je. Poirot se leva d'un mouvement sec, son regard brillant d'une froide détermination. « Habillez-vous, Hastings. » Les 12 coups résonnèrent, lents, précis, mesurés. Puis, au dernier, un cri déchira la nuit. Un cri humain, aigu, désespéré. Je sentis mon sang se glacer. « Mon Dieu, Poirot, quelqu'un... » Mais il m'interrompit, saisissant sa canne. « Ne dites rien, venez. » Nous sortîmes précipitamment. Dans le couloir, la lueur des chandelles tremblait. « Vous voyez, mon ami, » murmura-t-il, d'un ton presque tranquille, « les fantômes, eux, ne crient pas. » Et il se mit en marche vers le clocher. Le jour se leva sur Ravenscroft Abbey dans une clarté blafarde. La brume s'accrochait aux pierres comme un suaire humide, étouffant le moindre bruit. J'étais encore à moitié endormi lorsque le cri de Miss Rudge fendit le silence. Un cri bref, étranglé, suivi d'un bruit de pas précipité dans le couloir. Je descendis en hâte. La gouvernante, livide, se tenait dans la nef, pointant d'un doigt tremblant vers la tour.
Les pensionnaires arrivaient un à un, pâles, effarés, murmurant des questions sans réponse. Poirot, en robe de chambre, s'avança lentement, le visage fermé. Son calme contrastait étrangement avec la panique ambiante. « Il est arrivé quelque chose, monsieur », sanglota Miss Rudge. Au clocher, un souffle glacé descendait de la tour, portant avec lui une odeur de poussière et de cordes humides. Poirot inclina la tête, puis dit simplement « Alors allons voir ». Son ton n'était ni inquiet ni pressé. Il avait déjà compris, me sembla-t-il, que le mystère de Ravenscroft venait de prendre un tournant irréversible. Je le suivis, frissonnant, tandis que la brume s'épaississait derrière nous comme une porte qui se referme. Au pied du clocher, la Stène avait quelque chose d'irréel. Simon Hale pendait à demi, la corde nouée à une poutre basse, son corps oscillant doucement dans la lumière froide du matin. Ses mains, tachées d'un bleu profond, rappelaient son métier d'artiste. Miss Rudge s'agenouilla, puis recula aussitôt en étouffant un gémissement. Le révérend Alton murmura une prière, les yeux fermés. « Suicide », souffla quelqu'un derrière moi. Poirot ne répondit pas. Il observa longuement le visage du défunt, paisible, presque serein, puis son regard descendit vers le sol. Je remarquai qu'il n'avait pas fait un pas de trop, évitant soigneusement toute trace autour du corps. « Ne touchez à rien », dit-il doucement. « Il y a toujours une logique, même dans le désespoir. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais la phrase me glaça. Simon Hale semblait avoir été surpris par sa propre mort. Ses bottes cirées luisaient sous la poussière, et un éclat de métal scintillait près de sa main. Un petit pinceau, brisé net. Poirot s'accroupit, le contempla un instant, puis se releva. Curieux, très curieux. Ce mot, chez lui, ne présageait jamais rien de simple. En quelques minutes, la nef se remplit d'une agitation confuse. Lady Wilhelmina, blême, chancela avant de s'effondrer dans un fauteuil que l'on avait apporté à la hâte. Miss Rudge s'affairait autour d'elle, mêlant sanglots et injonctions, tandis que le révérend Alton récitait des versets d'une voix étranglée. Mrs. Faraday, la veuve, restait à l'écart, immobile, son regard fixé sur le corps. On aurait dit qu'elle contemplait non pas un mort, mais un souvenir. Poirot, lui, ne bougeait pas. Il observait la scène comme un tableau dont il fallait décrypter la composition. « Il est mort pour ses péchés », souffla le révérend. « Ou pour ceux des autres », répondit Poirot avec douceur. Je vis plusieurs têtes se tourner vers lui, choqué par la remarque, mais il n'ajouta rien. Je compris alors que, pour lui, la mort de Simon Hale n'était pas un acte isolé. Elle appartenait déjà à une logique plus vaste, à une mécanique invisible dont lui seul, pour l'instant, percevait les rouages. Et moi, je ressentis pour la première fois, au milieu du brouillard et des prières, ce frisson particulier qu'annonce toujours un véritable mystère. Poirot se mit à inspecter le lieu avec la minutie d'un horloger. Sans toucher à rien, il parcourut du regard chaque détail. La corde, d'abord, trop neuve pour appartenir à un vieil édifice. Puis le sol, balayé récemment. Les dalles brillaient encore d'une humidité suspecte, comme si on avait voulu effacer quelque chose. « Regardez, Hastings », murmura-t-il. « Voyez-vous cette irrégularité dans la poussière? Ici, le balai a passé 2 fois. C'est ce qu'on appelle, en Belgique, un excès de propreté, toujours le signe d'une faute. » Je restais interdit. Il avança jusqu'à l'autel, pencha la tête et désigna une empreinte, une semelle étroite, humide, tournant vers le cœur. « Une femme, sans doute, » dit-il, et qui n'avait pas prévu d'être là. Je n'osais poser de questions.
Il leva enfin les yeux vers la poutre. Remarquez le nœud. Il est mal fait. Notre ami le peintre n'avait pas la main d'un marin, et pourtant, la corde supporte son poids sans se rompre. Voilà qui est instructif. Poirot resta silencieux un instant, les doigts s'est croisés sous le menton. Puis il conclut, pensif. La mort, Hastings, n'est jamais aussi bien mise en scène que lorsqu'elle prétend être naturelle. Et son regard brillait déjà de cette lueur d'analyse qui précédait toujours ses plus fines déductions. Lorsque le corps fut recouvert d'un drap, Poirot demanda à s'entretenir seul avec le révérend Alton. Nous montâmes dans le petit bureau, jouxtant la sacristie. L'homme semblait bouleversé, mais il s'efforçait de conserver sa dignité. « Monsieur Poirot, dit-il, je ne comprends pas. Les cloches ont retenti. Pourtant, elles ne peuvent plus sonner depuis 20 ans. J'ai moi-même scellé la corde après le drame d'autrefois. Et pourtant, elles ont sonné hier, répondit Poirot doucement. Le révérend leva sur lui un regard troublé. Alors Dieu seul sait pourquoi. Poirot se pencha légèrement vers lui. Ou quelqu'un d'autre que Dieu, peut-être. Le pasteur détourna les yeux. Ses doigts jouaient nerveusement avec la croix suspendue à sa chaîne. Je ne puis croire qu'un homme de cette maison ait voulu le mal. Moi non plus, mon cher révérend. Mais le mal, voyez-vous, se dissimule souvent derrière la volonté de bien faire. La phrase flotta un instant dans l'air humide. En ressortant, Poirot m'adressa un simple signe de tête. Il n'avait rien noté, rien écrit, mais je savais qu'il venait d'ajouter une pièce invisible au puzzle. Je restais près du corps pendant que Poirot examinait les environs. Le drap avait glissé légèrement, laissant apparaître les bottes du défunt. Elles brillaient d'un éclat presque ridicule dans ce lieu de poussière et de pierre. Il devait être coquet, ce pauvre garçon, dis-je à demi-voix. Poirot revint vers moi, main derrière le dos, un sourire énigmatique aux lèvres. Coquet? Non, mon ami. Méticuleux, peut-être, mais le soin excessif est souvent le masque d'une mise en scène. Il s'accroupit, observa les semelles. Voyez, aucune trace de terre, alors qu'il pleuvait encore hier soir. Et pourtant, il aurait dû traverser la cour détrempée pour venir ici. Je compris à peine. Vous pensez qu'on l'a transporté? Poirot haussa un sourcil. Je ne pense rien, Hastings, je constate. Et je constate que cet homme s'est pendu les pieds propres et la conscience sale. Voilà, qui n'est pas ordinaire. Il remit le drap en place d'un geste presque respectueux. Je sentis son regard se durcir, comme si le jeu venait de commencer. Lorsque les domestiques emportèrent la dépouille, un silence pesant retomba sur la nef. Lady Wilhelmina, soutenue par Miss Rudge, pleurait doucement. Le révérend priait encore. Poirot, lui, resta seul, au centre de la salle, immobile. On aurait dit qu'il écoutait quelque chose que nous ne pouvions entendre. Je m'approchai. Tout de même, mon cher Poirot, c'est affreux. Un suicide aussi soudain, sans raison apparente. Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux suivaient la corde, puis les marches du clocher, comme s'il y lisait un texte invisible. Enfin, il murmura. « Non, mon ami, on ne se pend pas en cirant ses bottes. » Je restai sans voix. « Vous voulez dire qu'il a été... » Il leva une main, me coupant doucement. « Rien encore. Pas de conclusion hâtive, Hastings. Le mensonge est toujours plus poli que la vérité. Et ici, il est au même parfaitement ciré. » Je frissonnais. Derrière nous, la brume s'infiltrait de nouveau dans la nef, comme si l'abbaye reprenait son souffle. Et Poirot, silencieux, fixait toujours le clocher. Le vrai coupable, peut-être, à ses yeux. Le lendemain de la mort de Simon Hale, l'abbaye entière semblait respirer.
plus lentement. Le thé du matin fut servi dans le petit salon, à la lueur d'un feu timide. Nul ne parlait du drame, mais chaque silence, chaque regard évité trahissait la pensée que tous partageaient. Miss Rudge, raide comme une sentinelle, versait le lait avec la gravité d'un office religieux. Le révérend Alton tenait sa tasse sans y toucher, les yeux perdus dans le vide. Miss Faraday fixait le jardin, où la brume persistait à dissimuler le clocher. Poirot, lui, paraissait étrangement serein. Il beurrait méthodiquement une tartine, observant les visages tour à tour. « Vous remarquez, Hastings, murmura-t-il, qu'on ne parle pas d'un mort comme d'un vivant, mais qu'on le tait avec plus de ferveur. » Je hochai la tête, mal à l'aise. Tout semblait figé dans une attente muette. Poirot posa calmement sa serviette, se leva et ajouta « Il est temps, mon ami, de commencer le petit théâtre de la vérité. » Et à cet instant, je sus que la journée serait longue. Poirot avait installé son cabinet de déduction dans la bibliothèque, vaste pièce où le parfum du cuir se mêlait à celui de la poussière ancienne. Il s'assit dans un fauteuil, la moustache luisante, les yeux étincelants de méthode. « Hastings, mon cher, tout crime est une pièce bien mal jouée. À nous d'en reprendre la mise en scène. » Il fit venir les pensionnaires, un à un, d'un ton presque paternel. À chacun, il offrit un siège, une tasse de thé et un sourire qui invitait à la confiance. Le révérend parla avec componction, Miss Rudge avec sécheresse, Miss Faraday avec une froideur polie. Poirot notait peu, mais observait tout. Ce n'étaient pas les mots qu'il guettait, mais les silences. Remarquez, Hastings, la vérité, elle, ne réfléchit pas avant de parler. Le mensonge, si. Entre deux entretiens, il se frottait les mains avec un petit air satisfait, comme un acteur qui sent que le public retient son souffle. Je crus bon de lui demander s'il soupçonnait quelqu'un. Il répondit simplement « Oh, certainement, mon ami. Mais pour l'instant, je préfère que chacun croie jouer encore son rôle. » Lorsque le révérend Alton entra, Poirot se leva pour le saluer avec une courtoisie exquise. L'homme semblait vieilli de 10 ans. « Je vous plains sincèrement, mon révérend. Le choc a dû être terrible. Oui, monsieur Poirot. Et pourtant, ce n'est pas le choc, mais le souvenir qui m'écrase. » Sa voix tremblait. Il avoua presque à contre-cœur qu'il avait connu le père de Simon Hale, un homme ruiné, jadis protégé par la charité de l'abbaye. J'ai failli, monsieur Poirot. J'aurais dû l'aider davantage. Peut-être le fils m'en voulait-il pour cela. Poirot resta silencieux, les yeux mi-clos. Les dettes morales, mon cher révérend, ont cette particularité. On les paie souvent avec la vie des autres. Le pasteur sursauta, mais Poirot ne précisa rien. Il se contenta de lui serrer la main avec douceur. Quand il sortit, je remarquai que Poirot fixait pensivement la porte close. Un homme accablé de remords, Hastings. Mais il reste à savoir de quelle faute, exactement. Miss Rudge se présenta droite, comme une statue, le menton haut, la voix tendue. « Je n'ai rien à cacher, monsieur Poirot. Madame Gray m'a toujours confié la discipline de la maison, et je l'ai servie avec loyauté. » Poirot hocha la tête. « Ah, la loyauté, une si belle vertu, mademoiselle. Mais parfois, elle se confond avec la peur, n'est-ce pas ?» Le regard de Miss Rudge se durcit. « Je n'ai peur de rien, ni de personne. Même pas des souvenirs ?» Elle se raidit. Pendant un instant, son masque se fissura. Une ombre de douleur passa dans ses yeux. Poirot ne la quittait pas du regard. « Lady Wilhelmina est-elle fragile, selon vous ?» Elle l'était, avant la mort de son mari. Ce lapsus n'échappa pas à Poirot,
qui inclina légèrement la tête. « Vous parlez au passé, mademoiselle? Intéressant ?» Elle voulut protester, mais il la remercia poliment et la congédia. Lorsqu'elle sortit, je dis à Poirot, « Vous l'avez troublé. » « Oui, Hastings, car la loyauté, poussée trop loin, devient une forme raffinée de mensonge. » Dans l'après-midi, Poirot demanda qu'on lui ouvre la chambre du défunt. L'air y était lourd, saturé d'huile de lin et de pigments séchés. Le chevalet portait encore un tableau inachevé, la silhouette du clocher, noyée de gris et d'ombre. Poirot examina soigneusement les tiroirs, les papiers, les carnets. Rien, sinon un désordre soigneusement calculé. Voyez, Hastings, il y a ceux qui vivent dans le chaos et ceux qui le fabriquent pour dissimuler l'ordre. Sous le double fond d'une mallette, il découvrit une feuille jaunie, un acte de naissance. Le nom inscrit n'était pas Simone Hale, mais Charles Anselme Gray. Gray, m'écriai-je, le même nom que Lady Wilhelmina? Poirot esquissa un sourire. Précisément. Le jeune homme n'était pas un étranger ici, mais un revenant. Il replia le document avec soin. Changer de nom, Hastings, c'est tenter de réinventer sa destinée. Mais le passé, lui, a l'habitude d'être têtu. Je frissonnai. L'abbaye, avec ses pierres muettes, paraissait tout à coup animée d'une conscience propre. Poirot, sans lever les yeux, conclut doucement. Et si ce crime n'était pas un acte de haine, mais un acte d'amour mal vieilli? Lorsque Mrs. Faraday entra, vêtue de noir comme toujours, Poirot l'accueillit d'un ton d'une douceur presque affectueuse. « Madame, je n'ai que peu de questions. Vous étiez proche de Monsieur Hale ?» Elle serra ses mains l'une contre l'autre. Il peignait souvent ici, près de moi. Il parlait peu, mais il écoutait. C'est rare, un homme qui écoute. Sa voix se brisa légèrement. Poirot attendit. « Et vous, madame, l'écoutiez-vous » Elle soutint son regard. Je savais qu'il aimait ailleurs. Poirot ne répondit pas. Un long silence tomba, que le tic-tac de la pendule rendait presque insupportable. Elle se leva brusquement. Je ne vous dirai rien de plus. Lorsqu'elle quitta la pièce, Poirot soupira. Ah, Hastings, la jalousie ne tue pas toujours celui qu'on aime. Parfois, elle tue celui qui rappelle l'amour perdu. Je restai pensif, troublé par la nuance qu'il mettait entre le crime et la douleur. Le soir tombait. Nous étions seuls dans la bibliothèque, la pluie battant les vitres. Poirot, penché sur ses notes, traçait des lignes invisibles entre les noms. Tous mentent, Hastings. Le révérend sur la charité, Miss Rudge sur la loyauté, Miss Faraday sur l'amour, et Lady Wilhelmina sur le silence. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ont tous quelque chose à sauver, l'honneur, la mémoire ou leur conscience. Mais il y en a un seul, dont le mensonge n'a pas pour but de se protéger, mais de tuer. Je le regardai, fasciné. Et vous savez lequel? Il referma lentement son carnet. Je le saurai avant minuit. Les cloches me le diront. Cette phrase, prononcée d'un ton calme, me fit frissonner, sans que je sache pourquoi. La nuit tomba avec une lenteur presque solennelle. L'abbaye semblait attendre, immobile sous la bruine. Nous étions encore dans la bibliothèque, lorsque le premier coup de cloche résonna. Poirot leva la tête, sans surprise. « Voilà, » murmura-t-il, « elles parlent à nouveau. » Les coups se succédèrent, profonds, réguliers, emplissant les couloirs d'un son presque humain. Puis un cri jaillit du grand escalier. Nous courûmes. Miss Faraday gisait à terre, la main crispée sur sa poitrine, les yeux grands ouverts. Miss Rudge hurlait. Lady Wilhelmina priait à genoux. Poirot s'agenouilla près d'elle, prit son poignet,
puis déclara d'une voix grave. Elle a eu peur, Hastings, mais pas de la mort, de la vérité. Il se releva, le regard sombre. Les cloches, mon ami, n'annoncent pas toujours la fin. Parfois, elles marquent le commencement. Et dans le silence retombé, leur dernier écho résonna comme un serment. Dans l'après-midi, Poirot fit appeler Miss Rudge. Son ton était aimable, presque badin, mais je reconnus ce timbre particulier qu'il prenait lorsqu'il s'apprêtait à tendre un piège. « Mademoiselle, je crois que vous avez égaré un objet d'une extrême importance. Une lettre scellée aux armes de Ravenscroft. » Elle rougit, balbutia quelques mots indistincts, puis finit par extraire de sa poche un pli jauni, soigneusement refermé, dont le sceau portait effectivement la marque du corbeau héraldique. Je l'avais trouvé dans un tiroir ancien, monsieur Poirot. Je craignais qu'elle ne compromette la mémoire de madame. Poirot prit la lettre du bout des doigts, l'examina sous la lumière. Le sceau a été brisé, mademoiselle, mais il l'a été avec délicatesse. C'est là une indiscrétion, pieuse sans doute. Elle ne répondit pas. Lorsqu'elle sortit, Poirot resta silencieux un moment, tournant la lettre entre ses mains. Le passé, Hastings, a toujours la mauvaise habitude de glisser sous les portes qu'on croit fermées. Je le regardai, intrigué, tandis qu'il rompait le silence de la cire craquelée. La lettre, écrite d'une main féminine tremblée mais soignée, portait la date de 1906. L'encre légèrement effacée exhalait un parfum d'encre et de violettes fanées. Poirot lut à voix haute, lentement, comme s'il découvrait un testament. Qu'il soit su de Dieu seul et non du monde, que la mort du jeune frère Anselme ne fut point l'œuvre du ciel. Un accident, disent-ils, un châtiment, pensai-je. Mais c'est moi qui ai fermé la porte ce soir-là, ignorant qu'il priait encore. La lettre poursuivait, empreinte d'un repentir douloureux, évoquant la décision de la famille Gray de préserver l'honneur du nom en dissimulant la vérité. Poirot reposa le papier sur la table, les sourcils froncés. Une confession sans signature, Hastings. C'est plus éloquent qu'une signature, parfois. Je demeurai troublé. Vous croyez que Lady Wilhelmina... Chut, mon ami. Ce document est une clé, mais nous ne savons pas encore quelle serrure il ouvre. Il parle d'un crime ou d'un remords. Et la différence entre les deux est tout le mystère de l'âme humaine. Je compris alors que cette lettre, plus qu'une preuve, était une malédiction écrite à l'encre du silence. Nous étions dans la bibliothèque. La pluie battait les vitres, et Poirot contemplait la lettre posée sur la table comme on regarde un cadavre ancien qu'on vient d'exhumer. « Voyez-vous, Hastings, dit-il enfin, ceci n'est pas une simple histoire d'accident. C'est un héritage moral, une faute qui s'est transmise comme une dette non réglée. Je ne comprenais pas. Mais quel rapport avec les cloches, mon cher? Un rapport symbolique. Elles sonnent, dit-on, pour les âmes en peine. Et si elles ne sonnent que lorsqu'un cœur ici-bas se souvient trop fort. Il parlait calmement, presque avec compassion. L'abbaye n'est pas hantée par un fantôme, Hastings. Elle l'est par un souvenir, celui d'un jeune homme mort par la faute d'une femme pieuse. Et depuis, chaque génération cherche à se racheter en silence. Je frissonnais. Poirot reprit la lettre, la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. Les murs, eux aussi, ont la mémoire. Il suffit de savoir quelle oreille les écoute. Je compris alors qu'il s'apprêtait à tendre cette oreille à tout Ravenscroft. Le soir même, Poirot réunit les pensionnaires sous un prétexte mondain. Il parla peu, laissant surtout le silencement agir. Mais j'observais leurs visages. Chacun semblait chargé d'un fardeau invisible. Le révérend Alton, d'ordinaire si calme,
rougit soudain, lorsque Poirot évoqua un jeune homme perdu pour la foi. Miss Rudge, blême, prétexta un malaise et s'éclipsa. Quant à Mrs. Faraday, elle tenait sa coupe de thé d'une main tremblante, le regard fixé sur les flammes. Poirot, impassible, notait tout du coin de l'œil. « Vous remarquez, Hastings » murmura-t-il ensuite. « Les innocents s'écoutent, les coupables se défendent en silence. »« Mais ils ne peuvent être tous coupables » protestai-je. « Non, mais chacun porte un fragment du mensonge, et il suffit d'un fragment pour reconstruire le tout. » Il se leva, rectifia une mèche rebelle de sa moustache et ajouta, presque gaiement, « La vérité, mon ami, se comporte parfois comme une mosaïque. Elle se recompose d'elle-même lorsque les bonnes couleurs se côtoient. » Et je compris que, ce soir-là, chaque visage devenait pour lui une pièce de ce puzzle. Un peu plus tard, Poirot demanda à voir Lady Wilhelmina seule. Elle l'attendait dans le salon, les mains croisées sur un livre de prière. « Madame, » commença-t-il doucement, « je viens non en juge, mais en témoin d'une vérité trop ancienne. » Elle leva les yeux, glacée, mais sa voix demeura calme. « Je n'ai rien à cacher, monsieur Poirot. Le passé appartient à Dieu. » « Sans doute, mais il revient parfois frapper à la porte des vivants. » Il sortit la lettre et la posa devant elle. Un souffle la trahit. « Je reconnais cette écriture, » murmura-t-elle. « C'est celle de ma mère. » Poirot acquiesça. Elle parlait d'un novice mort par sa faute. Mais ce n'est pas seulement son péché, n'est-ce pas? C'est aussi votre héritage. Vous avez voulu le racheter. Elle détourna le regard, émue malgré elle. « Vous croyez à la rédemption, monsieur Poirot? » « Je crois à la justice. Ce sont deux sœurs que les hommes séparent trop souvent. » Un long silence suivit. « Et si j'avais voulu apaiser son âme, murmura-t-elle enfin, alors vous auriez peut-être réveillé les autres. » Poirot se leva, inclina la tête avec respect. « La foi, madame, n'excuse pas les mensonges. Elle les éclaire. » Lorsqu'il quitta le salon, j'eus l'impression qu'une part du mystère venait de se fissurer, et que Lady Wilhelmina, elle aussi, venait de perdre un peu de son silence. En regagnant notre chambre, Poirot demeura pensif. « Vous voyez, Hastings, ce crime-ci n'est pas né de la haine, mais de la ferveur. » Je restai perplexe. « Vous parlez de vengeance, pourtant. » « Justement. Il existe une forme de vengeance qui se déguise en piété. Une âme coupable, croyant racheter le passé, punit ceux qu'elle juge indignes du pardon. C'est la plus dangereuse des justices humaines. » Il s'arrêta devant la fenêtre. La brume recouvrait de nouveau la tour du clocher. « Quelqu'un, ici, s'est pris pour l'instrument de Dieu. Et vous savez, mon ami, le ciel n'a pas de représentants autorisés sur terre, pas même à Ravenscroft. » Je lui demandai s'il croyait que Lady Wilhelmina avait tué. « Non, Hastings, mais elle a ouvert la porte, et un autre s'est chargé d'y passer. » Il ferma les rideaux, puis déclara avec gravité, « Nous sommes sur le point d'entendre la dernière confession de cette maison, et, comme toutes les confessions, elle sonnera à minuit. » Avant la tombée du soir, Poirot fit appeler tout le monde dans la grande salle. Le feu crépitait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. D'une voix calme, il prononça « Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir m'accorder une requête étrange. Ce soir, nul ne quittera sa chambre avant le dernier coup de minuit. » Un murmure s'éleva. Miss Rudge protesta. Le révérend pâlit. Lady Wilhelmina inclina simplement la tête. Poirot poursuivit, impassible. « Les cloches ont sonné la mort. Elles sonneront peut-être la vérité. D'ici là, je vous demande le silence et la confiance. » Puis il se tourna vers moi, le regard empreint d'une gravité nouvelle. « Hastings, mon ami, demain nous aurons fini. Mais cette nuit décidera qui, ici,
prie encore, et qui expie. Je sentis un froid, inexplicable, descendre sur l'abbaye. À minuit précis, les lourdes portes de la nef s'ouvrirent dans un grincement qui fit frissonner plus d'un pensionnaire. La grande salle, glacée comme une crypte, baignait dans la lumière tremblotante de quelques chandelles disposées par Miss Rudge, qui, malgré sa rigueur habituelle, semblait plus pâle que les pierres elles-mêmes. Poirot, impassible, se tenait au centre, les mains jointes derrière le dos, observant chacun des visages tournés vers lui. Lady Wilhelmina, droite dans sa cape sombre, priait à voix basse. Le révérend Alton fixait le sol, tandis que Mrs. Faraday, blême, paraissait lutter contre un vertige. Je remarquai le souffle rapide de Miss Rudge, les doigts crispés du révérend, la tension invisible qui courait entre ces âmes fatiguées. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix calme, « nous allons ce soir rendre justice au passé, non pas aux morts, mais aux vivants. » Un courant d'air fit vaciller les flammes. L'écho des cloches, loin au-dessus, sembla répondre à ces mots. Je ressentis alors, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose d'irrévocable allait se produire. Et pourtant, le visage de Poirot demeurait celui d'un homme parfaitement maître du temps, même de celui des cloches. Il y eut un silence si complet qu'on entendait presque le craquement des bancs sous les respirations contenues. Poirot ne se hâta pas. Il promena lentement son regard sur l'assemblée, puis prit la parole d'un ton d'une douceur mesurée. Le moment est venu de faire parler les cloches. Sa voix résonnait, sous la voûte, claire, méthodique, comme une prière inversée. Je sentais mon cœur battre plus fort à chaque mot. Les chandelles projetaient sur les murs des ombres déformées. Les silhouettes de nos hôtes prenaient l'allure d'un tribunal invisible. Depuis des semaines, chacun ici a voulu croire à une légende, mais les légendes, mesdames et messieurs, sont souvent inventées pour cacher des actes trop humains. Personne n'osa répondre. Poirot continua. « Ce soir, je ne vous accuserai pas. Je me contenterai de raconter la vérité telle qu'elle s'est jouée, avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. » Il se pencha légèrement en avant, et son regard brilla. Car, croyez-moi, c'est bien un mécanisme, et non un spectre, qui fit sonner les cloches de Ravenscroft. Un murmure parcourut la nef. Le mystère allait enfin respirer la lumière. Poirot sortit de sa poche un petit objet, enveloppé dans un mouchoir, une minuscule horloge de voyage, de celle que l'on replie dans un écrin de cuir. « Voici, mes amis, la main invisible du crime, » dit-il doucement. Tous se penchèrent, fascinés. Quelqu'un, connaissant la disposition des cordages de la tour, a passé un fil métallique depuis la cloche principale jusqu'à ce petit ressort. Il suffisait d'un déclenchement programmé et le son retentissait, sans qu'aucune main ne touche la corde. Le révérend fit le signe de croix. « Vous voulez dire que personne n'était dans le clocher ?» Exactement. La peur, elle, y était entrée avant nous tous. Poirot posa l'horloge sur le pupitre de pierre. Ce mécanisme retrouvé ce matin derrière un panneau disjoint portait encore des traces de pigment bleu, le même que celui qu'utilisait Simon Hale. C'est lui qui avait conçu ce stratagème, mais, ironie tragique, il en a été la victime. Je demeurai stupéfait. Vous pensez qu'il n'avait pas prévu sa propre mort ? Poirot inclina la tête. Non, Hastings. Il voulait réveiller les consciences, pas les cloches. Quelqu'un d'autre a déclenché le piège avant l'heure prévue. Un silence lourd suivit cette révélation. Et maintenant, conclut Poirot, il nous reste à découvrir qui, ici, a transformé la confession d'un artiste en instrument de vengeance. Poirot marcha lentement le long de la nef, ses pas résonnant sur la pierre.
Chacun d'entre vous a menti, mais pas de la même manière. » Son regard se posa sur le révérend. « Vous, monsieur Alton, avez menti par honte. Vous saviez que votre Église abritait un secret que vous n'avez jamais osé confesser. » Il se tourna vers Miss Rudge. « Vous, mademoiselle, avez menti par obéissance. Vous avez protégé Lady Wilhelmina comme une servante protège sa reine, même lorsque le royaume s'écroule. » Puis vers Mrs. Faraday, qui tremblait. « Et vous, madame, vous avez menti par amour. Mais l'amour, hélas, se change vite en ressentiment lorsqu'il n'est pas partagé. » Un souffle glacé traversa la nef. « Enfin, Lady Wilhelmina, reprit Poirot, vous avez menti pour sauver un nom. Mais ce nom, autrefois synonyme d'honneur, n'était déjà plus qu'un écho vide. » Il se tut un instant, puis ajouta « Ces mensonges, tous ensemble, ont tissé la toile dans laquelle Simon Hale s'est débattu jusqu'à la mort. Il voulait les briser, ces chaînes du silence, et quelqu'un, l'un de vous, l'en a empêché. La flamme d'une chandelle s'éteignit brusquement, et, dans ce souffle de ténèbres, je crus entendre le murmure d'une cloche lointaine, comme si elle acquiesçait. Poirot demeura un instant silencieux, puis, d'un ton presque solennel, il reprit. « Il faut maintenant remonter le fil jusqu'à l'origine de tout, mes amis. La tragédie d'hier n'est que l'écho affaibli d'une autre, bien plus ancienne. » Les regards se tournèrent vers lui. Il poursuivit, la voix posée, lente, presque douce. « Il y a 100 ans, un jeune moine, frère Anselme, fut accusé d'un vol sacrilège, les calices d'or du sanctuaire. On le trouva pendu dans le clocher, et l'on parla d'un châtiment divin. Mais la vérité, Hastings, n'était autre qu'une mise en scène. Je sentis mon souffle se couper. Une femme, épouse d'un Grey de Ravenscroft, avait provoqué l'accident. Un enfant illégitime, fruit d'une passion défendue, devait être caché, effacé. Frère Anselme, témoin involontaire, fut sacrifié pour sauver le nom de la famille. Un murmure glacé parcourut l'assistance. Poirot baissa la tête, comme s'il rendait hommage à cette victime oubliée. Lady Wilhelmina le savait depuis toujours. Cette abbaye, ces murs, ces cloches, tout n'est que mémoire d'un crime qu'on voulait travestir en miracle. Voilà la vraie tragédie de Ravenscroft, un mensonge devenu tradition. Il leva les yeux vers le clocher invisible, et chaque nuit, ce mensonge réclamait sa rançon. Dans le silence qui suivit, on eût dit que la pierre elle-même retenait son souffle. Poirot reprit avec gravité, s'adressant à Lady Wilhelmina, qui demeurait droite, les doigts crispés sur son crucifix. « Madame, vous avez cru pouvoir racheter la faute des vôtres. Simon Hale, ce jeune artiste, n'était pas venu par hasard à Ravenscroft. Il portait le sang d'Anselme, le moine, injustement condamné. » Elle tressaillit, mais ne parla pas. Vous saviez son ascendance. Vous avez vu en lui le témoin de ce péché ancien. Et votre conscience, déjà rongée par le remords, a pris cette rencontre pour un signe du ciel. Vous avez voulu purifier le nom des Grey par le sang d'un innocent. Je protestais. Mais enfin, Poirot, elle priait sans cesse, elle vivait dans le repentir. Justement, mon ami, la piété peut devenir une arme quand elle sert à apaiser la peur plutôt que la foi. Poirot sortit un petit flacon de sa poche. Ce liquide, trouvé sur la table de Lady Wilhelmina, contenait le même narcotique que celui retrouvé dans la tasse de Simon Hale. Une seule goutte suffit pour l'endormir avant qu'on le hisse au clocher. Un frisson parcourut l'assistance. Poirot conclut d'une voix presque triste. Elle n'a pas tué par haine. Elle a voulu offrir un sacrifice à la mémoire. Et le ciel ne réclame jamais ce genre d'offrande. Je regardais Lady Wilhelmina. Son visage était celui d'une statue qu'on vient de fissurer. Un silence étouffant s'abattit sur la nef.
Lady Wilhelmina demeurait immobile, les yeux perdus dans le vide. Poirot s'approcha, avec cette lenteur mesurée qu'il avait dans les moments de vérité. « Madame, dit-il doucement, le pardon ne se conquiert pas par la mort des autres, mais par la lumière que l'on ose affronter. » Elle tourna vers lui un regard étrange, à la fois absent et lucide. « Vous croyez qu'elles me pardonneront ?» murmura-t-elle. « Les cloches ?» Elle inclina la tête. « Oui, elles m'appellent depuis si longtemps. » Ses doigts lâchèrent le crucifix, qui tomba dans un tintement bref. Un souffle glacé passa dans la nef, et, comme répondant à son mot, un premier coup de cloche retentit au-dessus de nous. Poirot tendit la main, inquiet, mais déjà Lady Wilhelmina s'avançait d'un pas chancelant vers la sortie du chœur. « Les cloches me pardonneront-elles » répéta-t-elle dans un souffle. Puis son corps se plia doucement, et elle s'effondra au pied de l'autel. La dernière chandelle s'éteignit, et dans l'obscurité, j'entendis seulement Poirot murmurer « Non, Hastings, ce n'était pas le son du pardon, mais celui du dernier mensonge. » Le matin s'éleva sur Ravenscroft avec une douceur étrange, presque irréelle. La brume, épaisse encore à l'aube, se défaisait lentement sur les pierres humides de l'abbaye. Je me tenais seul dans la cour, les mains dans les poches, contemplant la tour du clocher, dont la silhouette se détachait, à peine, sur le ciel gris. Le vent portait une odeur de cire et d'herbe mouillée. Tout semblait à la fois purifié et épuisé. La nef dormait encore, mais non plus du sommeil des coupables. C'était celui d'un lieu vidé de son secret. Je repensais à la nuit passée, aux paroles de Lady Wilhelmina, à ce cri étouffé, au silence revenu aussitôt après. Et je me surpris à frissonner, non de froid, mais d'une sorte de respect mélancolique. Le clocher, désormais muet, paraissait veiller comme un monument à la faute et au pardon confondu. Derrière moi, j'entendis la porte du salon s'ouvrir. La voix de Poirot, paisible et mesurée, m'appela à venir prendre le thé. Ainsi se terminait le mystère des cloches, ou, du moins, sa part visible. Je retrouvai Poirot dans le petit salon, assis devant une table parfaitement dressée. Son costume, d'un gris perle irréprochable, semblait défier la fatigue. Il versa le thé avec une minutie délicate, comme si la nuit n'avait été qu'un incident administratif. « Mon cher Hastings, dit-il, voici une conclusion satisfaisante à un problème d'ordre moral et mécanique. L'un comme l'autre exige la précision. » Je le regardai, un peu déconcerté par son calme. « Vous parlez de drame et de mort comme d'une simple équation, Poirot. » Il haussa les épaules avec une gravité polie. « Mais n'est-ce pas ainsi qu'il faut raisonner, mon ami? Lorsque le cœur s'en mêle, la logique s'enfuit. Et cette affaire était avant tout une question de logique pervertie par la ferveur. » Il ajouta, son regard se posant sur la fenêtre. « Les êtres humains ont cette manie de compliquer ce que le bon Dieu a fait simple. Vivre, aimer, regretter. Certains veulent corriger Dieu, et ils se perdent en voulant le servir. » Je demeurai silencieux, songeant que, pour Poirot, même la tragédie avait une géométrie. Poirot posa sa tasse, puis joignit les doigts sous son menton. Lady Wilhelmina n'était pas mauvaise, Hastings. Elle était excessive. L'excès dans la vertu devient vite un vice supérieur, voyez-vous. Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire que sa foi l'a conduite au crime? Non, sa foi n'était qu'un déguisement, mon ami. Ce qui l'a conduite, c'est l'orgueil spirituel, le plus raffiné, le plus dangereux. Il ne se pare pas de bijoux, mais de prières. Ses yeux brillaient d'un éclat presque triste. Elle a voulu se faire l'instrument de la justice divine, persuadée que Dieu avait besoin de son aide. Et croyez-moi,
C'est là le commencement de toutes les folies humaines. Il se leva, rajusta sa cravate. Elle n'a pas cherché à tuer un homme, Hastings. Elle a voulu tuer un symbole, l'ombre d'un péché qui la hantait depuis toujours. Je restais pensif, mesurant le poids de ses mots. Et pourtant, dis-je doucement, elle priait avec sincérité. Poirot inclina la tête. Oui, comme on prie pour soi-même, et non pour les autres. Ce n'est pas le cœur, Hastings, qui l'a perdu. C'est la vanité de croire qu'il battait plus pur que celui de Dieu. Je passai la matinée à errer dans les couloirs déserts de Ravenscroft. Tout y respirait encore la tension de la nuit précédente. Les portraits sévères des ancêtres semblaient me suivre du regard, comme s'ils jugeaient notre intrusion dans leurs secrets. Je repensais aux paroles de Poirot, l'orgueil spirituel. Était-ce cela, au fond, la folie la plus subtile, celle qui s'abrite derrière la vertu, jusqu'à confondre le bien et le mal? J'eus soudain le sentiment qu'il existe une ligne invisible entre la foi et le délire, et que nul ne sait quand il l'a franchie. Peut-être que l'a dit Wilhelmina, à force de vivre parmi les pierres, les prières et les remords, n'avait plus su distinguer la voix de Dieu de celle de sa propre conscience. Poirot me rejoignit sans bruit. « Vous méditez, mon ami ? Je me demande si la croyance peut devenir un piège. » Il sourit doucement. Tout ce qui enferme l'esprit, Hastings, finit par ressembler à une prison. Même la foi, lorsqu'elle oublie la charité. Je baissai les yeux, et je crus entendre, très loin, le murmure du vent dans les cloches endormies. Nos bagages étaient prêts. Miss Rudge, plus pâle qu'à l'accoutumée, supervisait le chargement de la voiture. Le révérend Alton nous serra la main avec une reconnaissance muette. Quant à Mrs. Faraday, elle nous évita soigneusement, murée dans un silence qu'aucune prière ne semblait pouvoir combler. Poirot, lui, paraissait, étrangement, serein. Il fit un dernier tour dans la cour, son parapluie sous le bras, observant la tour du clocher d'un œil pensif. « Regardez, Hastings, même les pierres ont cessé de mentir. Il fallait que tout s'arrête, ici, le son, la mémoire, la pénitence. » Je hochai la tête. « Et les cloches, Poirot, elles resteront muettes ? » « Elles ont choisi le silence plutôt que le mensonge, » répondit-il simplement. Nous montâmes dans la voiture. Au moment où le chauffeur mit le moteur en marche, Poirot sortit sa montre et l'ajusta avec satisfaction. 8 heures précises. Le crime, le châtiment, la vérité. Tout cela, Hastings finit toujours par se régler à la minute près. Je souris malgré moi. Il y avait dans cette exactitude une forme de poésie. La voiture quitta lentement la cour, laissant derrière nous le murmure d'un passé apaisé. La route serpentait entre les haies, encore couvertes de rosée. Le soleil, timide, perçait à travers les nuages. Nous roulions en silence, chacun perdu dans ses pensées. Poirot, les mains croisées sur sa canne, fermait les yeux. Peut-être goûtait-il enfin ce qu'il appelait la paix de l'ordre rétabli. Soudain, au détour d'un virage, un son clair s'éleva derrière nous. Une cloche, unique, isolée, frappa 3 fois dans l'air calme du matin. Je me retournai vivement. « Poirot, vous entendez ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses paupières s'ouvrirent lentement, et un mince sourire étira ses lèvres. Oui, Hastings, une cloche qui sonne sans corde ni mécanisme. Intéressant, n'est-ce pas? Je frissonnais, incertain s'il plaisantait. Le son s'éteignit aussi vite qu'il était venu, ne laissant derrière lui qu'un silence presque sacré. Poirot reposa sa tête contre le dossier. Peut-être, mon ami, que certaines vérités n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se contentent de raisonner. Je détournai le regard vers la lande,
et dans la distance, le clocher muet semblait nous suivre encore, témoin d'un secret que même la mort n'avait pas tout à fait tu. Les semaines qui suivirent notre retour à Londres s'écoulèrent dans une tranquillité presque déconcertante. Poirot, fidèle à ses habitudes, reprit son rythme ordonné. Promenades régulières, moustaches impeccablement cirées, et ces silences méditatifs qu'il affectionnait, après une affaire troublante. Je le voyais souvent, assis près de la fenêtre, feuilletant son carnet de notes d'un air distrait, comme si quelques souvenirs persistaient à réclamer son attention. Pour ma part, je goûtais la simplicité du quotidien, le tintement rassurant de l'horloge, la lecture du Times, le thé du matin. Pourtant, chaque fois qu'une cloche sonnait au loin, qu'elle fût d'église ou de gare, un même frisson me parcourait. Je savais que, derrière son calme apparent, Poirot aussi entendait cet écho venu de Ravenscroft, où la vérité avait parlé à travers le silence. Un matin gris de novembre, notre routine fut interrompue par une enveloppe au papier ivoire, scellée d'un cachet ecclésiastique. Poirot la prit du bout des doigts, observa longuement le sceau, puis me la tendit sans un mot. « Du révérend Alton », murmurai-je après avoir lu la première ligne. La lettre, rédigée d'une écriture tremblée, exprimait une gratitude sincère. La paix semblait revenue sur l'abbaye. Les offices reprenaient dans la sérénité et, ajoutait-il, les cloches de Ravenscroft se sont tues pour de bon. Aucun souffle, aucune corde n'a plus osé troubler leur repos. Poirot relut la phrase à voix basse, son regard se perdant un instant dans le vide. C'est bien, Hastings. Les cloches ont compris ce que les hommes, souvent, mettent toute une vie à saisir, quand se taire devient une forme de prière. Je ne sus s'il parlait à moi ou à lui-même. La journée s'étira paisiblement, mais Poirot demeurait pensif. Après le déjeuner, il rangea soigneusement la lettre dans son carnet et dit, sans me regarder, « Il existe des vérités, mon ami, qui ne punissent pas, mais réparent. Lady Wilhelmina a péché, certes, mais elle a souffert de son propre jugement bien avant celui des hommes. Je lui répondis que le remords est déjà une peine en soi. « Exactement, s'exclama-t-il. Voyez-vous, Hastings, certaines âmes trouvent la paix non dans l'oubli, mais dans la reconnaissance de leurs fautes. La confession, quand elle est sincère, vaut mieux que 1000 absolutions. » Il ajouta, songeur, « Le silence des cloches n'est pas celui du vide, mais de la réparation. C'est le son de la paix retrouvée, discret, mais infini. » Je le regardai alors avec un sentiment mêlé d'admiration et de tendresse. Nul, décidément, ne raisonnait comme Hercule Poirot. Ce soir-là, le feu crépitait doucement dans la cheminée. Poirot, confortablement installé dans son fauteuil, paraissait satisfait de ce calme qu'il qualifiait de repos intellectuel bien mérité. Je l'observai un instant avant de lui demander « Poirot, croyez-vous vraiment au pardon ?» Il leva les yeux vers moi, amusé par ma gravité. « Mais bien sûr, mon ami. Seulement il ne faut pas confondre le pardon et l'oubli. L'un guérit, l'autre efface. Et ce qui est effacé demeure toujours prêt à revenir. » Il prit une gorgée de thé, puis ajouta avec un léger sourire « Voyez-vous, même les cloches doivent cesser de sonner pour écouter la paix. C'est ainsi que Dieu parle au cœur fatigué. » Je restais silencieux, troublé par la simplicité de ces mots. Il ferma les yeux un instant, comme pour saluer intérieurement quelque chose ou quelqu'un. Lorsque je montais me coucher, la lettre du révérend reposait encore sur le bureau de Poirot, soigneusement pliée. Je demeurai un moment à la contempler, avant de souffler la lampe. Cette nuit-là, je rêvais de Ravenscroft. L'abbaye se dressait sous un ciel d'hiver pâle.
les vitraux baignés d'une lumière d'aube. Nulle cloche ne sonnait, mais un silence profond emplissait l'air. Un silence vivant, presque musical. J'y retrouvais les visages de ceux que nous avions laissés, le révérend apaisé, Miss Rudge récitant une prière, et Lady Wilhelmina immobile, semblant enfin sourire. À mon réveil, Londres s'éveillait sous la pluie. Le bruit des fiacres, des pas, des voix humaines avait remplacé celui des cloches. Pourtant, dans mon esprit, résonnait encore une note pure, lointaine, comme suspendue entre le ciel et la mémoire. Et je compris alors que, dans le silence retrouvé de Ravenscroft, ce n'étaient plus les cloches qu'on entendait, mais les âmes, enfin, en paix. Parfois, la vérité ne résonne pas comme un cri, mais comme une cloche qui s'éteint dans le brouillard. Et vous, auriez-vous su distinguer la justice du pardon dans le silence de Ravenscroft? Dites-le-moi en commentaire, et si cette enquête vous a captivé, pensez à liker, vous abonner et partager cette histoire avec ceux qui aiment les mystères raffinés, car au fond, chaque secret ne disparaît jamais tout à fait. Il attend simplement qu'on l'écoute à nouveau.